Bonjour à tous. Donc on va commencer ici l'enregistrement de la partie sciences des matériaux du cours chimie physique, matériaux et fabrication, y compris les visites d'usine. Donc je vais faire des capsules de 30 minutes, parfois jusqu'à 1 heure. Aujourd'hui ce sera un petit peu plus long. Euh, je vous rappelle la philosophie du cours que j'ai présentée lors de la petite séance d'introduction. Donc l'idée en sciences des matériaux, c'est vraiment de comprendre le comportement macroscopique des matériaux et on veut le comprendre en allant à des échelles qui sont plus petites. On va redescendre jusqu'à l'échelle atomique, l'arrangement de ces atomes et la présence de défauts dans ces arrangements. Vous verrez tout ça tout le long du cours. Alors, je peux vous conseiller euh, un livre de référence principal qui est donc en français, qui s'appelle Des matériaux. C'est un livre qui a été fait au Québec et qui est vraiment pas mal fait du tout. Il y en a 5 exemplaires à la bibliothèque. Je pense même qu'il y en a 10 en fait. Alors, à côté de cet ouvrage de référence principal, je vous conseille aussi les 3 suivants. Donc, Introduction à la science des matériaux, donc qui est vraiment aussi là un ouvrage tout à fait général, et donc très large. Puis alors, le livre Physique des matériaux, qui est dans la même collection que l'introduction à la science des matériaux, aussi disponible à la bibliothèque. Donc ce livre Physique des matériaux s'attelle plus aux propriétés, ce qu'on va appeler fonctionnelles des matériaux, donc pas les propriétés mécaniques, donc plutôt les propriétés électriques, magnétiques. Ça, c'est plutôt la troisième partie du cours. Et puis alors, si vous voulez en avoir une référence en anglais, je vous conseille le livre Engineering Materials, donc il y a 2 tomes par Mike Ashby and Jones. Donc le plan du cours, donc c'est assez simple, il y a 3 parties. Donc une partie où on va vraiment mettre les atomes ensemble et créer notre solide euh, tridimensionnel. Et puis après, on va regarder dans la partie de les propriétés mécaniques, donc l'élasticité, la plasticité et la rupture. Et puis dans la partie 3, on va s'occuper des propriétés fonctionnelles, donc les propriétés électriques et les propriétés magnétiques. Bien souvent, les propriétés magnétiques, je n'ai pas l'occasion de les voir. Ok, donc dans la partie 1, vous voyez que je reviens très loin au départ, quoi. Je reviens à l'architecture atomique, les liaisons, avant de commencer une description tridimensionnelle. Alors, les deux premiers points, architecture atomique et liaison interatomique, ce sont des choses que vous avez vues et en secondaire, avec puis Philippe Bogarts en première, et de plus c'est décrit intégralement dans mon syllabus. Euh, donc je ne vais pas repasser tout ça en détail dans la capsule ici. Vous pouvez lire à votre aise le syllabus. Je pense que ce sont des notions que de toute façon vous maîtrisez déjà, mais je vais insister sur 2, 3 petits points sur les 2 premiers sujets, donc architecture atomique. Donc en fait, si vous allez dans le syllabus, vous allez voir que je reviens vraiment à qu'est-ce que c'est qu'un atome, les électrons, et alors on revoit tout le remplissage des différentes couches, les nombres quantiques, des choses que vous avez déjà vues plusieurs fois. Alors je voudrais juste insister sur une chose, c'est que en fait, donc il y a des règles pour remplir les orbitales,
Et il y en a une qui en appelle le principe de Hunt, et ce principe de Hunt vous dit que on va, euh, euh, au sein d'une sous-couche, on va occuper des cases quantiques au maximum. Hein, c'est ce que vous voyez ici quand on passe du bore au carbone. Quand on vient rajouter un, électron, hein, quand on passe du bore au carbone, cet électron vient se mettre dans une autre case quantique avec un moment de spin euh, qui est, euh, qui est parallèle. Euh, et donc, quand on ajoute encore un électron, on arrive à l'azote, puis à l'oxygène. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Mais en fait, le fait que on fasse des électrons qui sont non couplés, donc avec des spins euh, inverses, ben ça fait qu'on a des atomes qui ont un moment magnétique total. Alors ça peut changer quand on va mettre une liaison entre les atomes, mais dès le remplissage de ces orbitales, on voit qu'on a tendance à former des atomes tout seuls, qui sont tout seuls avec un moment magnétique non nul. Et le fait d'avoir un moment magnétique non nul quand on aura une structure tridimensionnelle, quand on aura mis les atomes ensemble, ben c'est ça qu'on va pouvoir avoir des propriétés magnétiques, donc des matériaux magnétiques. Voilà, vous connaissez tous les aimants avec lesquels vous pouvez coller des souvenirs sur la porte d'un frigo. Ben, des aimants, en fait, il y en a un peu partout. Et enfin, il y a énormément d'applications dans lesquelles on utilise des matériaux magnétiques. Et ce n'est possible parce que les atomes ont un moment magnétique non nul. Alors toujours est-il que avec ces règles de remplissage des orbitales, on en arrive à un fameux tableau, le tableau de Mendeleïev. Ok, donc c'est vraiment quand on passe d'une case à l'autre, euh, on vient rajouter un électron, euh, et il se fait que Mendeleïev, je vais vous montrer sa photo, hein, donc il a l'air, vous en conviendrez, bien sérieux. On voit que c'est quelqu'un qui avait envie de mettre de l'ordre. Donc il est né en 1834, il est décédé en 1907. Et donc Mendeleïev, quand il a décidé de mettre de l'ordre et de classer les atomes dans un tableau, en fait il n'avait aucune idée. Bon déjà, on ne connaissait pas euh, tous les atomes, il y avait beaucoup de trous là-dedans. Et comme vous allez le voir, comme je vais vous le rappeler, il était bien loin de connaître les règles de remplissage des orbitales. Donc en fait, Mendeleïev, il a fait un classement en disant, bah, voilà, ça sont des atomes qui ont des comportements communs, qui réagissent d'habitude de la même façon. Et donc de son vivant, enfin, donc il a proposé un tableau, un classement de son vivant, et il a prédit des endroits avec des trous, en disant, ah, là on devrait découvrir quelque chose, un nouvel élément. On en a trouvé des nouveaux éléments euh, lors de son vivant, donc ce qui lui a donné une certaine gloire. Donc je voudrais revenir très rapidement sur ben, voilà, quand Mendeleïev arrive et propose son tableau, qu'est-ce qu'il a comme connaissance pour proposer ce tableau, donc c'est une base sur laquelle il peut proposer ce tableau. Donc en fait, si on regarde les deux grands chimistes qui ont précédé euh, notre ami Mendeleïev, il y a Lavoisier et Dalton. Alors il y en a d'autres, hein, mais voilà, je ne peux pas faire un cours d'histoire de la chimie pendant 3 jours. Donc Antoine Lavoisier, vous connaissez, c'est lui qui a dit, ben voilà, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Euh, donc c'est un principe très général. Il faut savoir donc il est décédé en 1794. Il a été décapité. Et l'histoire veut que, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'était sur Wikipédia, je l'avoue. Euh,
que Lavoisier, quand on l'a amené à l'échafaud, à la guillotine, était en train de lire un livre et quand on est venu le chercher, il a mis un signet et il a refermé le livre comme s'il allait pouvoir reprendre la lecture un peu plus tard. Donc il y avait Lavoisier et puis il y avait Dalton qui lui avait fait l'hypothèse que la matière était faite de briques élémentaires qu'on appelle les atomes. Mais donc voilà, c'était tout ce que connaissait euh, notre ami Mendeleev quand il a proposé son, euh, quand il a proposé son tableau. Donc on n'avait aucune idée de la structure atomique. Et c'est plus tard que c'est arrivé, avec vraiment une équipe de grands savants. Donc il y a Ernest Rutherford. Sur les slides suivants, vous allez en avoir d'autres, Jean-Baptiste Perrin, Robert Millikan. Euh, et donc ce sont des personnes qui ont commencé à dire, mais tiens, l'atome, c'est plus complexe que ça. Hein. Ernest Rutherford est venu avec l'idée, mais oui, en fait, les atomes sont composés, il existe un noyau dans ces atomes. On a aussi découvert l'électron, pu mesurer la charge de l'électron, donc c'est Jean-Baptiste Perrin, Robert Millikan. Et puis alors, il y a eu tout l'avènement de la chimie quantique, de la physique quantique, en disant que ces électrons étaient placés sur des orbitales, que les niveaux d'énergie étaient quantifiés. Et donc ça a fait un boom dans les années 1910-1920, avec par exemple Niels Bohr, mais il était loin d'être le seul. Euh, En dessous de la photo de Niels Bohr, il y a une photo pour laquelle j'ai pas mis le nom. Euh, Peut-être le reconnaîtrez-vous. Euh, il est très célèbre pour son chat, mais aussi pour une équation qui est à la base de la physique quantique, qui est l'équation de Schrödinger. Alors je terminerai cette petite pause historique avec une photo euh, prise lors du congrès Solvay de 1927. Alors peut-être que certains d'entre vous reconnaîtront le bâtiment, surtout s'ils y ont effectué leurs études secondaires, c'est à Jacquemin. Euh, et donc ici, en 1927, vous avez le nom des différentes personnes qui ont pris part à ce congrès. Et il y a quelques solides carrures. Vous avez Einstein en plein milieu du premier rang. Vous remarquerez que la seule femme, c'est Marie Curie, mais elle n'a vraiment pas à rougir. Elle a eu, elle, deux prix Nobel. Elle a eu le prix Nobel de chimie et le prix Nobel de physique. Et sur cette photo, en fait, 17 personnes ont ou auront un prix Nobel. Donc vous imaginez la concentration de prix Nobel lors de ce congrès de physique. Donc après la structure de l'atome, maintenant on peut mettre les atomes ensemble et c'est ce qu'on va appeler les liaisons interatomiques. Et donc ici aussi, je ne vais pas reprendre le B à bas de la liaison. Hein. Vous savez qu'il y avait des liaisons fortes, des liaisons faibles. On a la liaison covalente, la liaison, euh, la liaison ionique, la liaison métallique. Et puis alors, vous avez tout ce qui est des liaisons faibles, hein, les ponts hydrogènes, les forces de Van der Waals. Hein, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez tout ça vraiment intégralement dans le syllabus. Je voudrais juste dire que euh, sur base du type de liaison qui font
un matériau, euh, on classifie les matériaux en trois familles. Vous avez les matériaux céramiques, dans lesquels vous avez les deux liaisons les plus fortes, soit la liaison covalente, soit la liaison ionique. Donc on va parler de céramique covalente et de céramique ionique. Après, vous avez les métaux, donc, où vous avez une liaison métallique entre les atomes. C'est une liaison qui est moins forte, avec des électrons qui sont délocalisés, donc les atomes baignent dans une mer d'électrons. Et puis ensuite, vous avez les polymères. Alors ça, on y reviendra spécifiquement. Ce sont des longues chaînes carbonées. Les atomes de carbone sont reliés par des liaisons covalentes. Et puis vous avez des groupements secondaires le long de la chaîne. Et entre ces groupements, entre les chaînes, vous allez avoir des liaisons faibles de type pont hydrogène ou van der Waals. Alors, dès la nature de ces liaisons, on peut déjà avoir une idée du type de propriété qu'auront les différentes classes de matériaux. Donc c'est expliqué ça aussi en long et en large dans le syllabus. Je vais juste peut-être comme ça oralement en prendre deux ou trois. Donc les céramiques, ce sont donc vous avez des liaisons fortes. Alors qui dit liaison forte dit que pour les briser, ça va demander de l'énergie. Et donc, typiquement, les céramiques sont des matériaux qui ont un point de fusion très élevé. C'est ce qu'on va appeler des matériaux réfractaires qu'on va utiliser à haute température. Après, les matériaux céramiques, si je prends par exemple les céramiques covalentes, la liaison covalente, vous devez vous souvenir de vos cours de chimie de base. La liaison covalente est une liaison très directionnelle, donc les angles entre les liaisons sont fixés, ce qui fait que si on veut commencer à faire bouger les atomes les uns par rapport aux autres, ça va être en fait extrêmement compliqué, et on va en fait casser le matériau plutôt que d'avoir une déformation permanente de type plastique qu'on observera dans les métaux. Alors c'est la même chose pour les céramiques ioniques. Alors là, la liaison ionique n'est pas directionnelle, mais par contre, vous avez des cations et des anions, et vous devez avoir la neutralité électrique locale. Et donc si vous commencez à faire bouger des cations par rapport à des anions, le fait d'avoir la neutralité électrique locale est vraiment compliqué. Donc là aussi, on va avoir des matériaux qui vont casser de façon fragile. Donc c'est des matériaux qui peuvent avoir ce qu'on va appeler une limite d'élasticité élevée, mais pas du tout de déformation plastique. Ils cassent de façon fragile. C'est tout à fait différent chez les métaux, où la liaison est plus faible, les atomes baignent dans une mer d'électrons, et en fait là, non seulement les électrons sont beaucoup plus libres que dans les matériaux céramiques, donc ça va vous donner des matériaux qui vont être conducteurs de l'électricité, mais en plus, les atomes vont pouvoir bouger beaucoup plus facilement les uns par rapport aux autres, et c'est ça qui va faire qu'on peut observer une déformation plastique avant une rupture, et c'est une rupture qui ne va pas être de type fragile. On y reviendra au cours des différentes leçons. Et puis donc les polymères, donc là ce sont des matériaux avec des longs spaghettis covalents, des liaisons plus faible entre les chaînes, et là on verra donc qu'il y aura ce qu'on va appeler une température température de transition vitreuse, qui est vraiment le moment où les liens plus faibles entre les chaînes n'existe plus parce que la température est suffisamment élevée. À ce moment-là, les chaînes de polymères peuvent bouger les unes par rapport aux autres, ce qui n'est pas le cas en dessous de la température de transition vitreuse. Et donc là, on va observer vraiment une différence de propriétés
euh, mécanique en dessous de Tg, la température de transition vitreuse, et au-dessus. Mais on reviendra à ça euh, aussi en détail quand on parlera des polymères. Ok, donc on a avancé dans le plan du cours, on vient de faire le 1 et le 2, et donc maintenant je vais m'attaquer à l'état cristallin et l'état amorphe. Donc ce que je veux voir dans la suite de cette leçon, donc, je vais vous faire une introduction sur l'état cristallin et pourquoi est-ce que il y a un intérêt à avoir une matière qui est sous la forme cristalline. Et puis je vais parler avec vous des cristaux métalliques, les cristaux ioniques et covalents. Par contre, la structure des polymères, ben ça, je ferai une capsule, une capsule séparée. Ok, donc si je prends un matériau métallique, euh, l'extrême majorité, à moins qu'on le fasse exprès, est cristallin à température ambiante. Donc à l'état solide, on a un solide qui est ordonné. Alors, il est possible de faire des matériaux amorphes, donc où on a un solide qui est désordonné. Les exemples les plus typiques, ce sont les matériaux polymères, donc ces plats de spaghettis qui, s'ordonnent de façon très difficile. Donc c'est très difficile d'avoir une structure régulière en 3 dimensions quand on part d'un plat de spaghettis. Et donc la majorité des matériaux, des matériaux polymères sont complètement amorphes. Un autre exemple de matériaux amorphes que vous utilisez dans la vie de tous les jours, c'est tout ce qui est verre à vitre. Hein, donc les verres c'est le fait, ils sont transparents parce qu'ils sont amorphes. Hein, donc on n'a pas de défaut de jonction entre cristaux qui diffuserait la lumière. Et donc on a un matériau qui est parfaitement euh, transparent. Et donc c'est la structure des verres. Donc là c'est un matériau inorganique fait de liaisons covalentes et des liaisons ioniques. Et ce matériau est difficile à ordonner. Et lors d'un refroidissement même lent, on a formation d'un solide amorphe. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on cristallise? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la thermodynamique derrière la solidification? Alors, le slide ici est assez important. D'abord, vous avez sur l'image de gauche, hein, on veut présenter la courbe d'énergie libre. Alors, pour faire simple, on vous a mis des courbes qui sont des droites. Vous voyez l'énergie libre du liquide en fonction de la température, l'énergie libre du solide en fonction de la température. Hein, je vous rappelle que G, c'est H moins TS, hein, S étant l'entropie, H l'enthalpie. Vous voyez que les deux courbes, liquide et solide, se croisent, et c'est normal. Elles doivent se croiser quelque part, parce que la pente de ces courbes, c'est l'entropie. Hein, si vous dérivez G en fonction de la température, vous obtenez moins S. Et donc, l'entropie d'un liquide étant plus élevée que celle du solide, ben, ces courbes doivent se croiser, et ce qui fait que donc à haute température, le G minimum est pour la phase liquide, et donc c'est la phase liquide qui est stable, et c'est la phase solide qui est stable à euh, basse température, et l'endroit où la courbe solide-liquide, les courbes solides-liquides se croisent, ça va définir la température de fusion
thermodynamique, et comme on le verra plus tard, on a toujours besoin de ce qu'on appelle une surfusion pour commencer la, la solidification, ce delta T que vous voyez sur le graphe à gauche. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe euh, quand je refroidis un, un liquide? Donc maintenant, on passe sur le graphe de droite, et vous devez imaginer, donc on est à l'état liquide, on est en haut à droite sur euh, sur la, sur le graphe, donc on est à l'état liquide. Normalement, quand j'arrive à la température de fusion, hein, ou à quelques degrés en dessous de ça, je dois avoir, ici on a le volume sur l'axe Y, on a mise en ordre et on a cristallisation, euh, et donc on a une contraction brusque. Hein, donc si on suit le changement de volume, si on a cristallisation, on passe de façon directe en suivant les pointillés d'un volume qui est celui du liquide à un volume qui est celui du solide. Et puis, quand on abaisse la température, le solide va continuer à se solidifier. Non, pas à se solidifier, il est solide, à se contracter. Hein, donc, les pentes des droites de l'évolution du volume du liquide et du solide, ce sont les coefficients de dilatation. Ok, donc ça c'est pour un solide cristallin. On observe euh, une contraction et une mise en ordre à la température de cristallisation ou température de fusion si je vais dans l'autre sens, où je repars d'un solide cristallin que je fonds à la température de fusion. Alors dans le cas de matériaux polymères ou des verres inorganiques, ce qui se passe, c'est que l'arrangement est très compliqué, euh, et donc ne se fait pas. Ou alors, si on veut faire des verres métalliques, on doit refroidir extrêmement rapidement, on parle de millions de degrés par seconde, et avoir des compositions de matériaux métalliques en fait très très complexes. Je veux dire, on va souvent retrouver 5 ou 6 types différents d'atomes. Et donc en allant très vite, on peut aussi à ce moment-là empêcher la cristallisation. Et donc on a à ce moment-là ce qu'on appelle un liquide surfondu. Et ce liquide, comme la température diminue, va voir sa viscosité augmenter jusqu'à un moment où sa viscosité va être telle qu'on peut le considérer comme solide, et à ce moment-là, on a un solide amorphe, et la température à laquelle on a cette transition où on avait un matériau qui restait encore malléable, et puis qui devient vraiment avec une viscosité comparable à celle d'un solide, c'est ce qu'on appelle la température de transition vitreuse. Hein. Et alors, dépendant de la vitesse de refroidissement, en fait, on peut montrer qu'il y a une légère dépendance de la température de transition vitreuse. Mais bon, ça dépasse le cadre de ce cours. Et donc moi maintenant, pour le reste de la leçon, je vais m'attacher à des cristaux. Et des cristaux, vous en voyez dans la vie de tous les jours, enfin vous en êtes déjà rendu compte. Ici, vous avez un cristal de glace, hein, donc c'est de l'eau qui s'est solidifiée. Euh, et je vous partage une petite expérience. Euh, Vous pouvez trouver ça sur le site d'un professeur de métallurgie de l'université de Cambridge, qui s'appelle Harry Badeshia. Et voilà, il s'amuse de la façon suivante. On prend une solution aqueuse dans laquelle on dilue des sels, et on vient tremper des petits arbres en papier buvard dans ces solutions, et la solution va monter dans, euh, dans ces arbres faits de papier absorbant, et puis donc la solution
va s'évaporer et les cristaux vont se déposer sur le bord euh, des branches. Hein, donc vous voyez l'évolution au bout de quelques heures. Et puis donc on peut s'amuser à mettre du colorant et compagnie. Et donc finalement, vous avez quelque chose qui ressemble à ceci. Voilà, si vous faites du babysit et que vous voulez un petit peu épater la galerie, ou si vous voulez épater un petit frère ou une petite sœur, voilà, je vous invite à regarder un petit peu la recette pour faire ça. Mais ça nous éloigne vraiment très, très loin de ce qui est l'intérêt de la description des cristaux au sein des matériaux. Ok, donc maintenant ce que je vais attaquer, ce sont les cristaux métalliques. Ah, donc les cristaux métalliques, donc ça va être la base de la structure des matériaux métalliques. Si vous revenez à ce que c'est que la liaison métallique, euh, eh ben, les atomes peuvent être vus comme étant euh, baignés dans une mer d'électrons, et donc là, il n'y a pas du tout de caractère directionnel de la liaison comme c'est le cas pour la liaison covalente. Et donc en fait, là, la structure la plus stable possible va être de faire ce qu'on va appeler des empilements compacts. Donc en fait, ce que je vais faire ici, c'est vraiment considérer que les atomes sont des sphères dures et qu'elles viennent se mettre de la façon la plus compacte possible. Donc là, ici, ce que j'ai fait sur le slide, c'est de faire un empilement compact sur un plan. Donc ici, j'ai mis ces boules vertes, hein, vraiment comme des boules de billard, euh, de la façon la plus compacte possible, c'est-à-dire que j'ai une rangée, et la rangée qui vient au-dessus ou en dessous vient se mettre dans l'interstice entre deux atomes de la rangée du dessus et de la rangée du dessous. Okay, vous voyez tout de suite que on a des directions suivant lesquelles les atomes se touchent, et où donc la distance entre les atomes va être la plus petite, euh, et donc ça, c'est ce qu'on va appeler des directions compactes. Ok, donc j'ai fait ce qu'on appelle un plan compact. Maintenant, je vais voir comment je peux empiler des plans compacts les uns au-dessus des autres. Hein, donc j'ai un premier plan, hein, c'est ce que je vais appeler A. Je vais venir mettre un plan compact là-dessus, donc c'est le même plan que A, sauf que je vais mettre des boules d'une autre couleur. Et ces boules, pour que l'empilement soit le plus compact possible, vont venir se mettre sur des interstices entre les atomes de A. Hein, donc, ces interstices où on voit encore le fond du tableau, le fond du slide. Hein, c'est ce que vous avez ici. Donc j'ai ce deuxième plan de boule rouge, c'est ce que je vais appeler le plan B. Et puis maintenant, je vais amener un troisième plan. Et là, en fait, vous voyez que vous avez deux solutions. Quand je vais venir mettre un troisième plan au-dessus du plan rouge, je peux soit les mettre dans des interstices où on voit encore euh, le fond du slide blanc. Ça, c'est ce qu'on va dire mettre un plan C. Ou alors, je viens les mettre au-dessus d'interstices où je vois le plan A. C'est-à-dire que je viens mettre les atomes vraiment, le troisième plan vient se mettre comme est le plan A. Ok, donc le premier exemple ici, c'est vraiment, je vais venir mettre le plan en position sur les interstices où je vois encore le fond du slide. Voilà, c'est ce que j'ai là. C'est ce qu'on va appeler un empilement
A, B, C. Ok, je vais continuer comme ça, A, B, C, A, B, C, et je vais comme ça faire un cristal le plus compact possible en 3 dimensions. Maintenant, donc, je peux avoir la deuxième situation, donc j'ai mon plan A, je viens y mettre le plan B, et puis je vais ramener un troisième plan qui va venir se mettre en position A. Donc là, j'ai A, B, A, B, A, B. J'ai donc deux types de cristaux compacts. Des empilements ABC, ABC et des empilements de type AB, AB. Et ça va donner deux structures cristallines, deux familles compactes qui sont la structure cubique face centrée, CFC, parfois aussi FCC en anglais, ou hexagonale compacte, HC ou HCP en anglais. Alors pourquoi est-ce que on appelle ça structure cubique face centrée? Donc vous voyez ici, j'ai cet empilement. Donc je suis en train de regarder la structure en haut à gauche où j'ai un premier plan compact qui est blanc, un deuxième plan compact qui sont les boules plutôt grisées, et puis alors je n'ai que un atome du troisième plan compact qui est la boule noire. Et en fait, je peux dessiner, quand je regarde cet empilement d'atomes, je peux dessiner ce qu'on va appeler une maille unitaire, c'est-à-dire c'est une brique qui, quand elle est répétée, va engendrer la structure tridimensionnelle de cet empilement ABC, ABC. Et cette maille unitaire, vous voyez que c'est un cube avec un atome au milieu de chaque face. Hein, donc ça veut dire que cette maille, c'est un cube avec des faces centrées. C'est pour ça qu'on appelle ça cubique face centrée. Si vous regardez, chaque atome va en fait être entouré de 6 atomes dans son plan et de 3 dans le plan d'en dessous et le 3 dans le plan d'au-dessus. Et si vous maintenant vous essayez de compter le nombre d'atomes qu'il y a dans cette maille, en fait, vous devez compter le nombre d'atomes qui sont complètement dans la maille, ou en tout cas, vous devez compter la partie de l'atome qui est des atomes qui sont dans la maille, comme elles sont divisées ou partagées entre différentes mailles voisines. C'est ce que vous avez euh, dans le dessin en bas à gauche. Si je veux compter le nombre d'atomes que j'ai dans une maille cubique face centrée, j'en ai au coin, mais quelle est la quantité de l'atome qui est dans chaque coin? Vous voyez que c'est 1/8 de la sphère. J'ai combien de coins? J'en ai 8, donc quand je prends les 1/8 au chaque coin, j'ai l'équivalent d'une sphère. Maintenant, j'ai encore les atomes qui sont sur les faces. Et là, sur chaque face, j'ai en fait un demi-atome. L'autre moitié est partagée, est dans la maille voisine. J'ai combien de faces dans un cube? Vous avez tous joué au dé, il y en a 6. Donc ça fait 6 et il y a un demi-atome par face. Donc ça fait 3, on en a plus le 1 qui se trouve au coin, on a 4 atomes dans chaque cube. Alors la structure hexagonale compacte, pourquoi est-ce qu'on l'appelle structure hexagonale compacte? En fait là c'est vraiment plus facile à voir encore que la maille cubique face centrée, parce que quand on met les atomes en A, B, A, B, clairement on peut dessiner une maille qui a la forme d'un hexagone. Alors ce qu'on peut faire,
c'est calculer le degré de compacité. Hein, donc, combien compacte est la structure, c'est-à-dire, regardez, dans une maille cubique face centrée, quelle est ce qu'on va appeler la compacité, c'est-à-dire le pourcentage du volume qui est utilisé par les atomes. Hein, donc c'est le calcul qui est fait ici. Ouais, c'est en anglais, mais c'est pas trop euh, compliqué à comprendre. Hein. Donc la compacité, c'est aussi atomic packing factor en anglais. On va juste faire le rapport entre le volume total de sphère, hein, donc en disant que le rayon des atomes, c'est R, euh, et on va diviser ça par le volume total du cube. Hein, donc on va dire que le cube a une arête qui vaut A, donc le volume du cube, c'est A cube, le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi r cube. On vient juste de montrer qu'on avait 4 atomes par maille, donc ça fait que j'ai 16 tiers de pi r cube de volume de sphère dans la maille. Donc maintenant, si je veux faire le rapport entre les deux et simplifier, ben, il me faut un lien entre, entre A et R. Ben ça, je vais faire ça très simplement en voyant que ben, les directions compactes, les directions suivant lesquelles les, les boules se touchent, ben, ce sont les diagonales des faces dans un cristal cubique face centrée. Et donc je fais juste, j'utilise Pythagore dans une des faces, et donc j'ai un lien entre A et R, et ça nous mène à une compacité de 0,74. Donc 74% du volume est occupé par des sphères. On peut calculer la même chose pour la maille hexagonale compacte, et on arrive à exactement la même valeur, 74%. Il se fait que on n'observe pas, si dans les cristaux métalliques, que des mailles cubiques face centrées et des mailles cubiques centrées, et des mailles hexagonales compactes. Hein, donc, typiquement, un métal cubique face centré à température ambiante, un exemple, c'est l'aluminium, le cuivre, structure hexagonale à température ambiante, le titane, le zinc. Mais si vous prenez du fer, lui, il est cubique centré. Hein, donc c'est la maille que vous avez là. Donc vous voyez, c'est un cube avec un atome au milieu, et donc rien au milieu des faces. Là, vous pouvez calculer la compacité, et vous devez tomber sur 0,68. C'est un bon exercice, essayez de faire ça. Vous allez voir que bon, vous devez calculer le nombre d'atomes que vous avez dans la maille. Vous voyez bien déjà qu'il y en a un il y en a un qui compte pour 1 au milieu. Regardez pour la suite. Et alors vous devez aussi regarder quelle est la direction suivant lesquelles les atomes se touchent pour faire un Pythagore, pour trouver la relation entre A et R. Faites l'exercice, on pourra en rediscuter lors de ces sessions de questions-réponses, si vous le voulez. Donc non seulement certains matériaux peuvent être pas hexagonal compact ou cubique face centrée, mais en plus, ils peuvent changer de structure. Et ça, en fait, en métallurgie, c'est super intéressant. L'exemple typique, c'est le fer. Donc si on a pression atmosphérique, bah, à haute température, il est cubique face centré, et il passe à la structure cubique centrée aux alentours de 900 degrés. Hein, donc ça va être en fait tout le contrôle de cette transformation de phase quand on va parler des aciers.
C'est toute la beauté de la métallurgie des aciers, c'est que on a cette transformation de phase, et si on arrive à la maîtriser, on maîtrise la microstructure, et donc on optimise les propriétés. Vous voyez à haute pression, le fer peut être hexagonal, et donc en fait dans le manteau terrestre, on trouve du fer à l'état hexagonal. Alors voilà, les matériaux métalliques ont des structures qui sont relativement donc simples, mais avec donc cubique centré, cubique face centré, hexagonal compact, mais on peut aussi rencontrer des symétries qui sont plus basses, et je vous parlerai de cristallo plus tard, mais je voudrais juste un petit peu insister sur cet aspect contrôle de transformation de phase. J'ai deux exemples, hein. J'ai un exemple où cette transformation de phase n'est pas du tout maîtrisée, et un exemple, et ça il y en a plein dans la vie de tous les jours, où on maîtrise les transformations de phase. Et je vais vous parler de transformations de phase ici qui sont particulières et dont on reparlera plus tard, mais qui sont ce qu'on appelle des transformations martensitique, c'est-à-dire qu'on passe d'une maille cristalline à l'autre sans diffusion sur des grandes distances. Hein, donc on a une réorganisation des atomes, mais ça se fait vraiment de voisin en voisin. Donc c'est ce qu'on appelle une transformation martensitique. Et ici, c'est pas toujours le cas, mais très souvent, ce sont des transformations qui se passent à basse température. Et donc, si on prend l'étain, il a une transformation martensitique aux alentours de la température ambiante. Euh, donc vous voyez qu'on passe à ces deux mailles vraiment différentes. On a quelque chose qui est tétragonal, on va dire, à gauche, et ça passe sur une structure qui est en cristallo, ce qu'on va appeler la structure diamant. Et donc pour passer de l'une à l'autre, en fait, ça se fait par mouvement sur euh, des petites distances. Et en fait, donc chaque maille doit se déformer pour, in fine, en venir à une structure de type diamant. Alors, ce qui se passe, c'est que si chaque maille fait ça un petit peu de son côté, sans se concerter avec son voisin, ce qui se passe, c'est que ces mouvements sur des petites distances vont en fait mener à chacun va de son côté et le matériau va se désagréger, va tomber en morceaux. Donc c'est ce qui se passe avec l'étain. Vous voyez, vous avez une éprouvette de traction, puis vous la mettez à basse température et ça se désagrège complet, donc ça tombe en morceaux. Ça a été un grand problème lors de la campagne de Russie des soldats de Napoléon, parce que leurs boutons, y compris leurs boutons de, de pantalon, étaient faits en étain, et il faisait très froid, et donc ils avaient leurs boutons qui tombaient à l'état de poudre, et évidemment se battre en devant tenir en même temps son pantalon, c'est pas top. Ok, donc ça, c'est une transformation martensitique qui n'est pas du tout contrôlée. Chacun va de son côté et essaye de changer sa forme, et ça donne lieu à des contraintes locales très importantes et une rupture du matériau. Alors après, je voudrais dire un mot sur des matériaux qu'on appelle des matériaux à mémoire de forme, parce que ça reprend sa forme initiale. Et lors de questions et réponses, je vous montrerai aussi des petites vidéos. C'est assez rigolo. Ici, je vais vous expliquer le principe général, où ben, soit on a une activation de cet effet mémoire par une contrainte qui est appliquée, ou alors par l'application d'une température. Et donc je vais d'abord commencer par ce qu'on va appeler les matériaux superélastiques. Donc ce sont des matériaux qui, donc on applique une contrainte, et puis quand on relâche,
ils reviennent à leur forme, initiale. Il y a des lunettes qui sont, faites dans ce type de matériaux super élastiques, pas toutes, mais en fait vraiment pas beaucoup, donc n'essayez pas avec vos lunettes. Je ne voudrais pas être, poursuivi, parce que vous avez, cassé vos lunettes. Mais donc qu'est-ce qui se passe quand j'applique une contrainte? Ben, en fait, la contrainte va activer la transformation martensitique. Et donc, les cristaux vont commencer, les différents cristaux, donc c'est un polycristal, hein, donc vous avez des milliards de grains dans lesquels vous avez une structure, mettons, cubique face centrée, et puis elle doit changer de structure. Elle va changer de structure sous l'effet de la contrainte, et la façon dont les atomes vont bouger pour adopter la nouvelle structure, ben en fait, ça va se faire de telle façon à pouvoir accommoder la déformation qu'on donne à, euh, à cette paire de lunettes. Donc en fait, là, plutôt que de partir chacun de son côté, ils vont vraiment tous se déformer leur maille de telle façon à changer de, 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 de phase cristalline, mais que ce changement de phase soit accompagné d'une déformation qui va dans le sens de ce qu'on applique. Quand je relâche, on a la transformation inverse, et hop, on revient à température, à l'état initial, et les lunettes n'ont rien du tout. Autre application de ce type de matériaux, c'est les fils que l'on vous met quand on vous installe un, un appareil dentaire. Si donc l'idée, bien souvent, c'est de pouvoir écarter les dents, les faire bouger. Donc il faut appliquer une contrainte une force sur les dents. Si vous prenez un matériau normal, vous prenez un fil de cuivre et que vous le tordez à la forme de votre bouche, ben en fait, ça ne va pas exercer une grande force sur les dents. Par contre, évidemment, imaginez si vous avez un matériau qui est comme ces matériaux de lunettes, quand vous mettez ça sur les dents, et puis que vous relâchez la contrainte, lui, ça n'attend qu'une chose, c'est de vouloir revenir à son état droit initial. Et donc c'est ça qui fait que, comme le fil a tendance à vouloir redevenir plat, droit, ça va faire bouger vos dents et votre palais. Alors vous voyez un soutien-gorge sur la dernière photo. En fait, les baleines de soutien-gorge peuvent être faites en matériaux super élastiques, de telle sorte à ce qu'elles ne se déforment pas quand on les passe par exemple en machine. Alors ça, c'était les matériaux à mémoire de forme activés par la contrainte. On peut aussi avoir des matériaux à mémoire de forme activés par la température. Alors, je vous prends ici un exemple très important dans le domaine biomédical, ce sont les stents. Donc un stent, c'est ce qu'on vient vous mettre dans votre artère si elle est bouchée. Donc en gros, c'est un espèce de treillis. Et l'intervention habituelle, c'est de venir insérer ce treillis, et puis avec un ballonnet, on le déploie, et on essaye qu'il adopte la forme de l'artère, et en fait on réouvre l'artère. Alors, quand c'est fait dans un matériau conventionnel, en fait, le gros problème des stents, c'est ce qu'on va appeler des resténaux, c'est-à-dire que du dépôt, des amas graisseux viennent se remettre entre la paroi du stent et la paroi de l'artère, relativement rapidement après l'intervention, parce qu'en fait, le treillis ne touche pas de façon parfaite l'artère. Et donc, on a là un léger flux sanguin, mais qui est empêché par la présence du stent. Et donc ça va contribuer à avoir un redépôt de matière graisseuse. Et donc, ce qui a été développé,
c'est des stents à mémoire de forme. Donc là, c'est un matériau où euh, on va l'insérer sous forme euh, étendue, et il se souvient qu'il doit avoir une forme où son rayon doit être plus grand. C'est-à-dire que quand il va être chauffé à la température du corps, il va de façon naturelle, et donc sans qu'on ait besoin de mettre un ballonnet, il va changer de forme, donc il va avoir une transformation de phase, où tout le monde va revenir de telle façon à avoir une dilatation, et on va dilater l'artère de cette façon-là. Et donc ça donne des stènes qui épousent beaucoup mieux la paroi de l'artère, et donc on a beaucoup moins de risque de resténose. Alors les matériaux à mémoire de forme, il y a encore une autre famille qui sont, là ici j'ai mis, on a un effet one way, donc voilà, on le fait une fois. Il y a des matériaux, et donc c'est ça, je vous montrerai enfin un petit film quand on passera tout ceci en, en revue. Il y a des matériaux à mémoire de forme qui ont un effet double, c'est-à-dire qu'ils ont une forme à haute température et une forme à basse température, et reviennent de l'un à l'autre de façon continue. Donc par exemple, si vous avez une serre dans votre jardin, vous savez que quand il fait trop chaud, il faut euh, ouvrir les fenêtres de la serre. Bah donc, si vous avez un système normal, bah, c'est vous qui allez ouvrir légèrement la serre. Par contre, vous pouvez avoir un système à mémoire de forme qui vient donc entrouvrir, c'est un espèce, vous imaginez, un espèce de ressort qui se dilate, un système qui vient ouvrir la fenêtre dès qu'il fait trop chaud. Et puis quand ça se refroidit, ben, il revient à sa forme de départ, et la fenêtre se referme. Okay, il y a plein d'applications dans le spatial pour le déploiement de panneaux solaires dans euh, sur les stations spatiales, ou quand sur un, un véhicule qui doit se déplacer sur la Lune. Il y a vraiment beaucoup d'applications rigolotes de ces matériaux à mémoire de forme. Donc j'arrête là euh, cette petite introduction aux alliages à mémoire de forme, pour terminer par la structure des cristaux ioniques et des structures des cristaux covalents. Donc, ben, un cristal ionique, ben, ce qu'on va avoir, comme la liaison n'est pas directionnelle, comme pour la liaison métallique, on va essayer d'avoir un empilement le plus compact possible, avec le fait que on doit avoir une neutralité électrique locale. Donc bah ici je prends l'exemple du NaCl. Vous allez avoir en fait le Cl- qui prend une structure cubique face centrée, et puis entre les Cl-, on va mettre des Na+. Pour chaque Cl-, il faut un Na+. Et en fait ce Na+, lui aussi, si vous regardez, a une structure de tic cubique face centrée. Il faut juste répéter sur les mailles d'à côté. Donc en fait, ce sont deux réseaux cubiques face centrés interpénétrés. Mais la grosse différence, c'est que les anions de Cl- ne peuvent pas se toucher. Il y a à chaque fois un Na+ entre eux. La même chose étant vraie pour le Na+, où vous avez un Cl-. Euh, et donc sur ce slide, vous avez ce que je viens euh, ce que je viens de raconter. Donc je termine par les cristaux covalents. Et donc là, en fait, les angles entre liaisons sont prescrits par la géométrie. Donc, si vous vous souvenez de la chimie des liaisons covalentes, ça passe par des processus d'hybridation. Hein, vous avez les sp3, sp2, et voilà, on arrive comme ça à des structures qui sont en fait pas du tout compactes. Un exemple ici, c'est la structure diamant.
où, on a une compacité de 34. Vous voyez le nombre d'atomes qu'il y a là-dedans. Si vous avez un petit peu une vision dans l'espace, heu, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que, c'est une structure cubique face centrée, mais où, à la place d'avoir un atome, ben, vous mettez une altère faite de deux atomes, hein. Donc, réfléchissez à ça. Donc vous prenez un cubique face centrée, et puis alors vous mettez une altère, à chaque coin et à chaque face, et vous allez avoir ceci. Voilà, donc j'avais dit que ça serait peut-être un petit peu plus long qu'1 demi-heure et plutôt aller vers 1 heure, et c'est le cas, donc ça fait juste, 1 heure. Donc je vais m'arrêter ici pour les aspects, d'introduction à la cristallographie. Vous voyez que on arrive très facilement à des structures qui peuvent être très complexes, et donc je vous donnerai aussi quelques notions de base de cristallographie dans une capsule à suivre.